Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si c'est le début du printemps, si c'est l'anniversaire de ma fille qui était lundi, mais cette semaine, on va plutôt être généreux. Plutôt généreux, sauf pour un, il y a quand même un Zogma de plan cette semaine. Vous verrez bien duquel il s'agit. On va parler donc de 4 jeux, on va parler de Pharah, on va parler de Skytear Horde, on va parler de Hijacked, et on va parler, on fait une vidéo, d'un jeu exclusivement jouable à deux, parce qu'il fallait bien un quatrième jeu pour la vidéo. Il s'agit de Synchro. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller directement sur le timer de la vidéo pour aller au jeu qui vous intéresse, à vous abonner, à me dire, à me parler des jeux auxquels vous allez jouer cette semaine. Et puis, si jamais, il y a des petits liens affiliés en description pour ceux qui ont envie de me soutenir. On va commencer aller par le premier qui arrive. Il s'agit de Skytear Horde, un jeu édité par Matago. Un jeu de cartes de Tower Defense comme c'est écrit, c'est fait par Riccardo Neri et Giacomo Neri, probablement des frères. Et l'illustration, on ne saura pas, ce n'est pas marqué sur la boîte. C'est un jeu que j'avais eu pendant les soldes, vous aviez été nombreux à me dire que vous étiez pressés d'avoir la partie pour voir si ça valait le coup ou pas. Et elle arrivera bientôt, mais du coup, entre les soldes de janvier et maintenant, il y a eu une paire de mois. Peut-être que maintenant, vous en fichez total du jeu. Skytear Horde, clairement, c'est un jeu solo. Ça se joue de 1 à 3 joueurs, mais les règles commencent par les règles solo. Et ça fait plaisir, un jeu qui est vraiment là pour du solo. Je ne sais pas ce que vaut le mode coop. Je crois qu'il y a quand même un mode affrontement. On peut se batailler, etc. Mais clairement, je pense que ce n'est pas le cœur du jeu. C'est un jeu de Tower Defense, mais plus qu'un jeu de Tower Defense, moi, j'ai plutôt envie de penser que c'est un jeu d'affrontement, un jeu de duel à la Magic the Gathering, sauf que, en face, on n'a pas un autre joueur, mais un automa. Ça va vraiment être ce feeling-là pour moi, plus que vraiment une sensation d'avoir des hordes d'ennemis qui vont venir nous affronter, même si ce sera un petit peu le cas. Comment ça se passe? On a un deck qui va être modulable. On va avoir 4 factions différentes, chacun avec une sensation de gameplay très différente. On va avoir les bleus qui vont avoir des grosses cartes très puissantes, mais qui vont du coup coûter un petit peu cher, donc un peu de temps à mettre en place. On va avoir les verts qui eux vont jouer surtout sur l'utilisation de sorts, sur le fait de pouvoir récupérer des cartes de sa défausse, de pouvoir avoir des bonus qui s'appellent les mutagènes, qui augmentent notre vie et notre attaque. On va avoir les joueurs rouges qui vont être très fragiles, qui vont surtout attaquer les portails et peu les ennemis adverses, et l'extension que j'ai acheté avec le deck jaune qui lui va permettre, finalement dans ce jeu vous avez game over quand tout votre deck de cartes est défaussé. Et là, vous allez pouvoir recycler, récupérer des cartes de la défausse pour les remettre sur votre deck et donc finalement prendre un peu plus de risques, ignorer les sbires, on verra juste après. Donc on a vraiment 4 decks très différents. On va pouvoir choisir un outsider parmi 8, on va pouvoir choisir la difficulté du jeu parmi 3, on va pouvoir choisir quelle faction on va affronter parmi 4 différentes, il y aura forcément ces petites mécaniques de gameplay différentes. Et en plus, on peut choisir un château différent. Un château, c'est notre citadelle, celle qu'il va falloir préserver et qui va surtout nous donner un petit pouvoir à chaque tour si on l'utilise. Donc il y a quand même moyen de beaucoup moduler tout ça, d'autant plus qu'on peut deck builder, on peut créer son propre deck avant la partie, pas encore de route. Il y a des propositions sur le site internet où tout le monde peut agrémenter, mettre ses sélections. Moi j'ai pas essayé, j'ai fait quand même 10 parties en 2 soirs sur les decks qui sont proposés avec plusieurs propositions, etc. Et clairement, ça m'a bien plu. Comment ça se passe? On va avoir 3 portails à battre tour après tour. C'est un jeu de Tower Defense, donc il faut quand même qu'il y ait des vagues d'ennemis qui apparaissent. En l'occurrence, les ennemis qui vont apparaître, ça dépend de la carte portail. La carte portail a écrit 1, au prochain tour, on va avoir une nouvelle carte du deck adversaire qui va être affichée. Soit c'est un ennemi, il se met dans les rangées, soit c'est une carte sort, et donc ça va améliorer 2 ou 3 trucs. À chaque tour, le portail, vous l'inclinez d'un quart de cercle, et donc en fonction des tours, des fois il n'y aura pas d'ennemis, des fois 1, des fois 2 ennemis, en fonction de votre difficulté. Le but va être non pas de tuer tous les portails, mais c'est intéressant de vaincre les portails, parce que si on a réussi à fermer, à tuer les portails, il n'y aura plus de nouvelles vagues d'ennemis. Mais quand on arrive à la deuxième partie du portail, il y a l'outsider, le boss qui apparaît. Si on le tue une première fois, il réapparaît sous sa seconde forme, et là, c'est gagné. Donc le but, finalement, c'est surtout de tuer l'outsider, mais souvent, on va fermer les portails en parallèle pour nous simplifier un petit peu le jeu. Une fois donc que l'automa a placé sa carte, nous, on a 4 cartes en main, ou 5 cartes, 5 cartes en main, on va pouvoir faire un petit mulligan en début de partie, et puis on va jouer en fonction de notre mana. Notre mana, c'est pas nous qui décidons combien on a de mana forcément, mais c'est le portail. La phase du portail va nous donner plus ou moins de mana. En normal, on aura 4 mana à la première phase, 6 mana au deuxième portail, et quand on arrivera sur le portail terminal, plus que 4 mana.
Et donc ces manas vont être conservés d'un tour à l'autre, donc si on n'utilise pas tout d'un tour à l'autre, eh bien on en aura un peu plus pour le prochain tour. On va jouer nos cartes on choisit dans quelle rangée on va les jouer, parce qu'on a un petit plateau avec 6 zones, et quand on sera à la phase de bagarre, de combat, eh bien les adversaires vont s'affronter l'un l'autre pour ceux qui sont dans la même rangée. Deux cartes qui sont l'une en face de l'autre vont s'attaquer, vont se faire des dégâts mutuels. Dans les zones où il y a un adversaire, mais moi je n'y suis pas, eh bien ça va être des dégâts directement pour ma citadelle qui est généralement à 20 PV, et si moi je suis tout seul et personne en face, bim, des dégâts directement dans le portail. Donc des fois, il ne faut pas toujours aller à la confrontation, il va falloir un peu gérer la position, ce qui fait un petit côté Tower Defense, mais en vrai, ça ressemble plutôt à une sorte d'auto-battler, un peu à la Battlegrounds dans Hearthstone, où eh bien, ça va s'attaquer un peu de manière automatique, où on a juste à disposer nos cartes aux bons endroits. Donc clairement, on a vraiment l'impression d'avoir un jeu à la Magic, parce qu'on va dépenser du mana, ces cartes auront de l'attaque et de la vie, certaines pourront comboter, certaines auront une capacité spéciale lors d'une phase de combat qui va nous permettre de faire tel ou tel dégât. Il y a une autre petite mécanique, c'est qu'il y a des sbires. Des sbires, ce sont des adversaires qui sont au fond, qui vont récupérer en fonction des cartes du deck Horde petit à petit des points de vie, et à la fin de chaque tour, eh bien, on va défausser de notre deck, de notre pioche, autant de cartes que ces sbires ont des points de vie. Comme je vous l'ai dit, si votre deck n'a plus de vie, bim, c'est game over directement. Donc, à chaque tour, vous pouvez décider de les inclure dans les rangées, dans les phases de combat, mais forcément, peut-être qu'ils vont vous faire des dégâts, ils vont vous tuer un petit peu, mais il n'y aura pas trop le choix. Des fois, vous serez bien obligé de faire venir les sbires pour pas trop défausser, pour pas trop virer les cartes de votre deck. Ce que j'ai bien aimé finalement, c'est cette immense rejouabilité, pas mal de choses qui peuvent se moduler, etc. Les 4 decks sont assez intéressants, ils sont pas faciles tous à prendre en main, il y en a des plus simples, le bleu et le vert sont quand même plus simples que le rouge ou le jaune, mais il faut apprendre à les utiliser. Le deck de cartes finalement, c'est un deck je crois de... peut-être pas 60 cartes, peut-être 30, non, allez, on va dire 40 cartes, mais j'ai pas vérifié. 230 cartes, donc on va dire qu'il y a probablement 120 cartes, oui c'est ça, c'est des decks de 40 cartes. Comme il y en aura pas mal qui seront défaussés par les sbires, finalement on va utiliser la moitié du deck, donc chaque partie sera un peu différente, on n'aura pas les mêmes cartes au même moment, etc. C'est comme un peu dans tous ces decks, ces parties de duel, ça va dépendre du tirage. Donc ça c'est sympa, cette immense rejouabilité, cette stratégie de pas forcément toujours aller affronter l'adversaire, des fois se décaler, pas trop jouer de tour, tant pis, on encaisse des dégâts sur la citadelle, mais tant pis, pour le prochain tour on aura plus de mana et on pourra jouer des grosses cartes. Ça marche très bien, j'ai vraiment l'impression de faire un duel de cartes avec un adversaire. Gros défaut, c'est le système de pioche. On ne repiochera pas de pioche à chaque tour, on va récupérer une carte quand on aura tué un adversaire, que ce soit un des sbires qu'on a enrôlé, qu'on a fait venir sur le duel, ou une des cartes de l'adversaire. Et donc, en fonction de votre tirage de départ, même si vous pouvez faire un mulligan, si vous avez une main un peu pourrie, que vous n'avez pas moyen d'invoquer des héros ou des héros faibles, et que l'adversaire, lui, va tirer ses gros bonhommes, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer des cartes, et vous serez du coup totalement enquiquiné. Il y a certaines citadelles, certaines forteresses qui vous permettent, en dépensant un mana, de piocher une carte, mais c'est pas toutes, donc en fonction du château que vous aurez pris, vous serez des fois handicapé. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros défaut. Ce système de pioche est comme très hasardeux, très aléatoire, du fait qu'en plus on va jamais piocher énormément de cartes, parce qu'on va jamais tuer 5 adversaires, on a souvent peu de cartes en main, donc on a quand même un petit peu moins de choix. Les tours sont souvent assez obvious, on a un petit peu moins de possibilités. Alors on peut toujours avoir cette possibilité de tamboriser, mais c'est vrai que ce système de pioche, c'est le gros défaut du jeu. Après, moi je le considère vraiment comme un Hearthstone. Dans un début d'Hearthstone, très rapidement, en fonction de notre deck et du deck de l'adversaire, on sait si on a une chance ou si finalement c'était pas le bon tirage, et tant pis, on concède, on recommence la partie. Ça sert à rien de faire 30 minutes de partie si on sent qu'assez rapidement ça peut être un peu coincé. Il faut le voir comme ça, où notre deck va être efficace, mais on sait que par exemple si on a un deck qui a potentiellement un win rate de 70%, forcément ce 70% là c'est sur la durée, c'est au plus on joue, au plus on a des tirages qui sont bons et mauvais, il ne faut pas s'arrêter à une seule partie, et c'est ce qui m'a fait un peu peur au départ, parce que ma première partie c'était clairement ça, je ne pouvais pas piocher, je n'avais pas de cartes qui étaient jouables, je me dis c'est quoi ce jeu un peu pété, un peu tout mort, et en fait non. Si on réessaie, qu'on essaie de changer un peu légèrement nos stratégies, qu'on essaie de faire en sorte peut-être de ne pas tout jouer tout de suite, et qu'on sait que les parties vont dépendre des tirages, comme tous les jeux de cartes, et encore plus quand il y a un automa en face, et ça passe beaucoup mieux. Moi c'est un jeu qui m'a bien plu. Un autre truc qui est assez sympa, c'est qu'à la manière
de certains JCE, etc. Pendant la phase de combat, on va tirer une carte du deck Horde, il va y avoir une phase de traîtrise, une phase de renforcement. En fonction de la carte qu'on va tirer, ça va renforcer un des adversaires, il aura plus de puissance, ou alors il y aura une traîtrise, un pouvoir un peu magique, un peu spécial, qui va un peu chambouler. Donc même si vous pensez battre un adversaire que vous pensez être bien en place, il y a toujours cette petite phase un petit peu d'aléa, un petit peu sympa. Voilà, moi c'est un jeu qui m'a vraiment bien convaincu, ça m'a bien plu. 10 parties de quasiment de suite, il y a juste une nuit et une journée de travail entre les deux. J'ai trouvé ça vraiment plutôt convaincant. Moi, j'ai envie de lui mettre un Zogmador. Franchement, c'est un bon jeu solo. Si vous aimez les duels de cartes, que vous aimez les Hearthstone, que vous aimez le Magic, etc., ça va vous plaire. Attention, il y a un petit peu d'apprentissage au niveau des combos que vous pouvez faire. Il y a surtout de l'aléatoire, parce que c'est un jeu de tirage de cartes, donc vous ne pourrez pas toujours faire ce que vous voulez, forcément. C'est comme je vous ai dit dans ces jeux de duels de cartes. Mais si vous aimez le principe, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. Pour moi, c'est un Zogmador. Et on va enchaîner tout de suite avec Pharaon, un jeu de Silas et Henry Pym, illustré par Christine Alcouf. C'est un jeu de catch-up game, c'est sûrement le jeu qui est depuis le plus longtemps dans ma pile de la honte. C'était bien avant que je fasse des vidéos, bien avant que je joue en solo. C'était un jeu que j'avais eu pas cher. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il a un gros jeton au niveau de la boîte. Je sais pas si c'est à force d'être dans ma pile tout en bas qu'il s'est fait défoncer ou si je l'ai eu comme ça. Mais voilà, c'est vraiment clairement l'un des plus vieux jeux de ma collection. Et quand finalement je me suis dit que je jouais qu'en solo, que j'ai commencé à trier un peu mes jeux, et pas celui-là est resté parce que j'avais vu qu'il y avait un mode solo. Mais en regardant clairement la boîte derrière, ça me donnait pas si envie que ça n'avait pas l'air très très beau. Mais pourtant, sur pas mal de groupes de jeux solo sur Facebook, il est souvent encensé. C'est souvent un classique du jeu solo. Donc, j'ai toujours regardé en me disant, allez, il faut que je me lance un jour. Et ça a été cette semaine. J'en ai fait, je sais plus, 6 ou 7 parties. C'est un jeu qui m'a vraiment convaincu. C'est un jeu finalement de gestion de ressources, voire même un jeu de placement d'ouvriers, mais ces ouvriers vont être des ressources. Le but, ça va être de faire le plus de points possible. Et comment on va marquer des points? C'est un peu une salade de points. On a plusieurs manières de marquer des points. En avançant sur une partie du tableau qui est la création des tombeaux. Sur une autre, on va pouvoir récupérer des artisans qui vont nous donner des ressources mais des points de victoire. Sur d'autres, on va récupérer des nobles qui vont nous donner des scorings de fin de partie. On va pouvoir aller scorer sur des dieux qui sont des dieux, des divinités, dont les scorings de fin de partie sont un petit peu tirés aléatoirement en fonction de chaque partie. Donc vous avez une petite salade de points. Comment ça va marcher? Vous commencez avec 5 ressources, dont 2 jokers, et pour faire une action d'un des quartiers du plateau, vous avez une petite rondelle qui va tourner d'un quart de cercle à chaque tour, qui va vous dire, vous voulez aller faire l'action pyramide, il faut une ressource verte. Vous n'avez pas de ressource verte, tant pis pour vous, vous ne ferez pas cette action, sinon vous dépensez une ressource verte. Ça, c'est juste le coût pour avoir l'autorisation de faire l'action d'après. Après, l'action que vous voulez faire va avoir un coût. Donc par exemple, pour la pyramide, ça va vous dire que si vous voulez avancer sur le niveau suivant de la pyramide pour marquer 10 points en fin de partie, il faut une ressource verte et une ressource rouge. Mais du coup, le petit truc malin, c'est que votre action que vous avez utilisée pour avoir l'autorisation de faire le quartier, si elle correspond à une des ressources que vous devez payer pour l'action en question, vous ne la payez pas 2 fois. Donc là, je vous ai dit que moi, je devais jouer un vert et après un vert et un rouge. Je ne paie pas 2 verts et un rouge, mais un seul vert et un seul rouge. Ce qui va faire que des fois, cette action, vous allez la temporiser parce que vous savez que elle n'est peut-être pas ultra utile de le faire ce tour-ci, mais si vous attendez un tour de plus, l'action, le coût d'action va correspondre avec l'action en elle-même. Bon, là, dans mon exemple, je pouvais déjà le faire, donc c'est rentable, je dépense que 2 ressources au lieu de 3, mais peut-être que des fois, il vaut mieux temporiser justement pour gagner cette petite ressource qui va être bien utile. Et donc, tout va être un jeu de gestion de ressources. Vous n'allez jamais avoir 10 ressources dans vos mains. Vous allez toujours dépenser une ressource pour essayer d'en récupérer autant, mais des ressources qui vont vous être utiles pour pouvoir les réinvestir dans d'autres quartiers, pour pouvoir acheter ensuite un noble et à maximiser vos scorings. C'est très malin. C'est très simple. Les règles sont plutôt bien écrites, parce que c'est pas très compliqué, et ça marche bien. C'est un jeu qui, franchement, est fluide. En plus, l'automa, ça marche très bien aussi. Vous allez pouvoir, en plus, gérer son niveau de difficulté, et il va y avoir un petit peu d'aléa. L'automa, lui, vous allez tirer 5 grandes tuiles, qui vont correspondre finalement un peu aux 5 types d'actions qui existent. Vous pouvez les mettre recto clair, qui est le niveau facile, et niveau coloré. Donc finalement, si vous retournez toutes les tuiles sur le côté difficile, vous êtes au niveau de difficulté maximale, mais vous pouvez aller de 0 jusqu'à 5 retournés, donc avoir un niveau de difficulté de 1 à 6, à vous de voir. En fonction de l'ordre dans lequel ces tuiles sont réparties, l'automa aura plus ou moins d'actions à chaque tour, et les actions sont extrêmement simples, l'iconographie est parfaite, ça défausse des cartes, ça gagne des cartes, ça avance sur telle source.
il n'y a rien à dire, l'automa se joue en quelques secondes, et ce qui est sympa, c'est que quand vous tirez la carte où l'automa fait son action, c'est que l'action du bas, il va la faire obligatoirement sur son plateau personnel, et la partie du haut, il peut y avoir deux actions. C'est vous qui choisissez quelle zone il va bloquer sur le plateau, et du coup il va faire l'autre action. Donc à vous de gérer ce qui va l'embêter le plus pour éviter de scorer, mais en même temps pas trop vous embêter vous, pour essayer de quand même faire l'action que vous vouliez faire. Donc c'est quand même très malin, c'est très fluide, un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu. Franchement, je vous le conseille, il est très souvent soldé, très souvent bradé, ça marche vraiment bien. Son seul gros défaut, j'ai noté, finalement, c'est la thématique. C'est un pharaon, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça changerait strictement rien. On est vraiment juste sur du jeu de gestion de ressources, de changement, de changer la couleur de notre ressource qu'on a en main. En plus que graphiquement, même si c'est un design qui correspond à ce qu'on pourrait voir sur les images d'Égypte antique, mais clairement, Christine Alcouf, c'est Paper Tales, ça a dû être fait peu de temps après, et clairement je trouve ça bien moins joli. Après, on va dire que c'est le thème, tout ça, mais c'est pas le plus beau jeu du monde, et moi c'est ce qui fait que ça m'a quand même freiné une paire d'années avant de le lancer, c'est que graphiquement et thématiquement, ça m'emballait pas des masses. Mais à part ça, franchement, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille, si vous l'aviez dans votre bibliothèque et qui est toujours pas lancé, et franchement, ça marche très bien. Pour moi, c'est aussi un Zugmador. Je mettrai quelques petits, un très léger Hola. C'est pas un jeu où je vais enchaîner, là j'ai fait 6 parties en quelques jours, je vais pas enchaîner 3 parties de suite, parce que c'est vrai qu'on a un petit côté redondant, même si ça va pas être exactement la même partie, ça va toujours être tout le temps du changement de ressources, voilà. C'est pas un jeu, c'est un jeu qui va être facile à sortir, parce que les règles, on s'en rappelle, on peut pas les oublier, et on va faire une partie de temps en temps, c'est installé en même pas 5 minutes, ça se joue en quand même 40 minutes, c'est un peu plus long que ça à jouer, et voilà, une partie de temps en temps, mais c'est un très bon jeu. Zugmador également, ouais, j'avais mis aussi un Zugmador pour Skytier Horde, 2 Zugmador pour cette partie. Et je vous ai dit qu'il y aurait un jeu qui aurait peut-être pas totalement ma validation. Est-ce que c'est le prochain? On va le voir tout de suite. Il s'agit de Hijacked, un jeu eco-friendly game. Ah oui, ça il faut qu'on en parle, de Christian Van Disch, illustré par The Miko. Et c'est qui l'éditeur? Tiens, c'est qui ça là-dedans? C'est Greenest Games, tout simplement. C'est un jeu eco-friendly, on va revenir tout de suite, je l'avais pas noté sur ma petite fiche, mais clairement, le matériel est à chier. C'est rare que quand on dépunch, ça s'arrache. Et bien là, ça s'arrache. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était pour Tokaido Duo, où c'était un peu trop dur à dépuncher. Là, c'est pas que c'est dur, mais le papier s'arrache avec. Ok, c'est peut-être éco-friendly, mais ça reste quand même une qualité un peu pérave. Ça m'a fait chier. J'ai eu du mal à dépuncher tous mes petits tokens, parce qu'à chaque fois, ça se déchirait, tout simplement. Bref, ça j'avais oublié de le noter, mais finalement, Hijacked, ça va être un jeu très simple. Un jeu où on va être un négociateur, on a un otage dans un avion, et on va devoir essayer de libérer des passagers ou 3 pilotes. Si on arrive à libérer 3 pilotes, la partie est terminée. Un jeu, pourquoi très simple? Parce que vous avez que 2 dés à chaque manche. Vous allez lancer vos 2 dés, et ces 2 dés là, vous les placez. Il y a des actions qui vont être de récupérer des cartes. Au dos de la carte, il y a la valeur pour la récupérer. Pour pouvoir récupérer cette carte, dont on ne connaît pas encore le type de carte, il faut juste dépenser le dé, et dans ce cas-là, vous la recrutez. Et là, il y a un petit jeu de collection. Si à un moment vous avez 3 dés de la même couleur, vous pouvez libérer un pilote. Si vous avez 2 dés de la même couleur, vous pouvez libérer un passager. Soit ce dé-là, vous le placez pour récupérer des ressources, parce que certains des cartes que vous allez récupérer au tour d'avant, en plus du dé, ça va vous demander de défausser certaines ressources. Soit, globalement, même s'il y a un peu plus d'action, vous allez dépenser 2 dés qui correspondent aux valeurs pour tenter de négocier avec les grands méchants. Et si vous avez réussi à négocier 3 fois de suite, vous récupérez la carte, et donc vous récupérez 4 points de victoire. C'est quasiment tout. Un jeu ultra simple qui va se jouer en 15 tours, et c'est tout. Ce jeu est plein de problèmes. Oui, on arrive sur le jeu qui va pas me plaire. Déjà, j'ai fait qu'une seule partie, je l'ai même arrêté en cours de route, ma partie. Ça n'arrive quasiment jamais. La règle solo, c'est un papier recto-verso. C'est ultra court, ultra bref. Et pourtant, j'avais plein de questions, plein de choses où je ne savais pas comment jouer, plein de petits détails, d'exceptions, sauf qu'il y en a eu tellement dans la partie qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai arrêté. J'ai regardé sur BGG, il y a un joueur qui a mis les formes, qui a dit très bon jeu, j'aime beaucoup. J'ai quelques petites questions qui correspondent à des points bien précis en partie. Et en fait, le mec avait 12 questions. Un pavé de 12 questions qui correspondaient exactement à mes questions. Alors, il y a l'auteur qui a répondu. Très bien.
mais j'ai même pas envie de lire les 12 réponses. Il y a 12 questions, s'il y a 12 manquements dans la règle qui sont pas du tout des exceptions, parce que moi j'ai eu exactement la même sur ma moitié de partie, c'est qu'il y a un gros problème de règles. C'est de la merde. Il n'y a pas d'autre choix, tu peux pas sortir ça comme ça si... Alors des fois il y avait des réponses qui étaient peut-être logiques, mais si c'est pas écrit clairement, qu'est-ce qu'on en sait que cet automa a une logique humaine et non pas une logique d'automa? Donc c'est vraiment rédhibitoire. En plus de ça, niveau game design, il y a plein de trucs qui sont pas bien. Il y a une autre action que je ne vous ai pas encore expliquée, on va pouvoir gagner du temps, on va pouvoir regagner des tours dans la partie. Déjà, vu que c'est un jeu compétitif, quel est l'intérêt de gagner des tours de jeu, puisque le but c'est de gagner la partie. Donc finalement, on va tous gagner des tours de jeu ou tous pas en gagner. Donc est-ce que ça change quelque chose qu'on ait tous un jour un tour de jeu, puisque on va tous finir la partie en même temps. Et en plus, pour pouvoir avoir la permission de gagner un tour de jeu, il faut qu'on soit tous au même scoring. Si on est tous au même scoring, et ben on peut gagner un tour de jeu. Ah, ça sert à quoi? C'est un jeu compétitif, on doit faire le plus de points possible. À quel moment on va se dire, d'accord, je veux bien qu'on gagne un tour de jeu, on va essayer de se mettre au même scoring, et donc pour se mettre au même scoring, je peux défausser des cartes, comme ça on se rattrape, ou comme ça, moi j'attends un petit peu. Bah non, on s'en fout, le but c'est de gagner des points. Si toi tu veux faire un tour de plus parce que tu penses que là t'es dans la merde, bah moi j'ai pas envie de t'aider. Jamais de la vie c'est intéressant. Et là en plus, avec l'automa, c'est exactement pareil. Il faut en plus essayer aussi d'être au même scoring avec l'automa, qui lui fait un peu sa sauce dans son coin, qui est d'ailleurs plutôt mauvais de ce que j'ai eu l'impression d'avoir. Donc moi j'ai pas envie de l'attendre juste pour faire un tour de jeu, donc ça ne sert à rien. Alors ok, quand on a un tour de jeu, les autres joueurs gagnent 2 points, et celui qui demande le tour de jeu a une petite tuile avec un bonus spécial, mais sur le papier, j'ai pas envie d'avoir le même scoring que les autres juste pour faire un tour de plus. Je trace dans mon coin, si je rush tant mieux, si je suis en retard tant pis, ça n'a aucun sens. Ensuite, on n'a que 2 dés par tour. Allez, on peut récupérer un 3e de temps en temps, mais du coup, vous avez que maximum 2 actions. Si vous faites l'action négociation, qui vous prend les 2 dés, bah vous ne faites rien d'autre. Si vos dés eh bien, n'ont pas la bonne valeur, eh ben, vous faites rien d'autre. Vous pouvez un peu les mitiger avec des ressources, mais souvent les tours, ils sont straightforward. Vous n'avez pas vraiment le choix, vous faites ce que vous pouvez faire avec les dés, et c'est tout. Sachant qu'il n'y a pas 15 000 actions, il n'y a pas des actions qui sont ultra importantes, qui vont donner énormément de points, bah, vous faites un peu ce que vous voulez. De plus, la négociation avec les grands méchants, ça va vous prendre 3 tours pour avoir vraiment le scoring. Donc quand vous arrivez vers la fin de la partie, ça ne sert plus à rien de le faire, parce que pendant 3 tours, vous ne ferez plus rien d'autre juste pour quelques misérables points. Donc dès les 20% derniers de la partie, vous ne ferez plus du tout cette action. Et pour finir, l'automa, lui, joue avec un deck de cartes. Encore une fois, c'est mal expliqué, on ne sait pas s'il fait que sa carte ou s'il essaie de faire autant d'actions qu'il peut, ou si on doit tirer plein de cartes jusqu'à ce qu'il arrive à faire ces 2 actions, c'est pas expliqué, mais l'iconographie sur les cartes, elle est imbitable. Alors ok, j'ai fait qu'une demi-partie, il y avait plein de trucs qui me cassaient les couilles, donc j'avais pas envie de me creuser la tête. Probablement que comme il n'y a pas 15 icônes, c'est pas si dur que ça, mais franchement, et au bout de la moitié de la partie, ça faisait une demi-heure que j'étais sur le bazar, j'arrivais toujours pas à comprendre ce que devait faire l'automa, quelle était l'icône, ce que ça voulait dire, c'était pas du tout lisible. Et enfin, puisqu'on va revenir un peu sur les règles, parce que là, je suis un peu salé, mais je dis tout dans le désordre, les règles sont pas françaises. Il y a les règles en allemand, il y a les règles en anglais, il y a les règles en français, et ben c'est pas clair, il y a des fois des phrases qui ne veulent rien dire. Alors, comme la règle n'est pas très longue, ça n'arrive pas très souvent, mais des fois, ça ne veut rien dire. Donc clairement, je pense que comme c'est un jeu hollandais, le hollandais a été traduit en anglais et le anglais a été traduit en français, mais c'est même pas vrai, parce que sur les critiques, eh bien, la plupart se plaignent qu'en allemand, c'est mal traduit, en anglais, c'est mal traduit, en français, c'est mal traduit. Donc je sais pas comment ils ont fait, s'ils sont passés par le chinois, puis par le thaïlandais, puis après, ils se sont transformés en mexicain pour traduire dans des langues européennes, mais c'est à chier. Voilà, le seul truc qui est bien, c'est le design. Pourtant, je suis pas un gros fan de The Miko, mais là, je trouve que ça donne un petit côté assez sympa, assez décalé, qui colle plutôt bien. J'aime beaucoup le design de The Miko, donc bravo monsieur si tu regardes ma vidéo. Je sais pas dans quelle langue tu parles, je pense que tu es néo-zélandais, The Miko, non, j'en sais rien. Mais franchement, voilà, un jeu, c'est même pas un Zogma de plomb, c'est un Zogma de caca. J'ai rarement vu ça, mais du coup, c'était très mauvais. Heureusement qu'il y a The Miko qui donne très légèrement envie de s'y intéresser, parce que je pense que personne n'ira cliquer, je sais même pas s'il y aura un lien affilié avec Hijacked, mais je pense que personne n'ira cliquer s'il y a un lien affilié. Bref, de la merde. Ceux qui sont là uniquement pour le solo, eh ben vous pouvez quitter la vidéo, parce que le dernier jeu sera un jeu jouable en duo. Il s'agit de Synchro, un jeu de Thomas Favrolière, Raphaël Samac, illustré par Raphaël Samac et édité par Greg Games. Ça, je l'avais eu en solde également, et j'avais vu une vidéo sur un monde de jeu, une vidéo à 4, et le jeu m'avait finalement assez peu convaincu, et je m'étais dit ça,
À deux, ça se joue à deux, et jamais de la vie ça marche. Et puis bah, je l'avais trouvé en solde, ça coûtait plus que 10 € au lieu de 15 €. Je me suis dit, c'est le genre de jeu que potentiellement, le jeu préféré de ma compagne où on joue souvent, c'est The Game, un jeu à communication interdite où on va jouer des cartes dans un certain sens pour réussir le jeu. Et bah là c'est pareil, on n'a pas le droit de parler, c'est un jeu de coopération, donc je me suis dit, allez, peut-être qu'il y a moyen de l'intéresser. Comment ça va marcher? On va avoir une répartition aléatoire, mais suivant un schéma bien précis, à la manière d'un Seven Wonders Duel. Donc on va répartir les cartes des monstres face cachée, et on mettra juste la dernière ligne qui est face visible. Quand vous avez réussi à tuer le monstre qui est face visible, si la carte d'en dessous elle est totalement découverte, et vous pouvez la révéler. Ces monstres, au départ, sur la première manche, ils n'ont aucun pouvoir. Eh bien, vous allez devoir les tuer. Si le monstre a 6, eh bien, nous, on va jouer des cartes face cachée, et il faut réussir à tuer, à avoir des valeurs qui dépassent sa vie. Donc, au départ, on a notre carte de main, notre pioche de main, je crois qu'à 2, on en a 7, et on va évaluer, est-ce que notre pioche, notre main, elle est bonne, ou est-ce qu'elle est mauvaise, ou est-ce qu'elle est moyenne. C'est la seule communication qu'on va avoir en début de partie. Et puis après, moi, je vais jouer. La deuxième joueuse va jouer, enfin, le deuxième joueur va jouer, je vais rejouer et elle va rejouer. Et après, on révèle. On n'est pas obligé de jouer sur le même adversaire, on peut jouer sur plusieurs monstres différents. Si on a réussi, on continue patati patata. On a, dès le premier tour, comme un monstre qui a un pouvoir, le monstre vert, qui sont des petits champignons tout pourris, toute valeur supérieure à tout overkill, toute la somme, toute carte supérieure, et ça va nous faire repiocher. Donc c'est sur cette petite bestiole qu'on va essayer de repiocher, qu'on va foutre la grosse totalité de nos cartes pour essayer de repiocher plein de cartes en main, parce qu'il faut qu'on arrive à tout tuer. Si à un moment on n'a plus de cartes en main pour tout tuer, c'est game over. On réussit le premier niveau, on arrive sur un deuxième niveau où là maintenant on va avoir les adversaires avec un bouclier. Si on ne les tue pas, normalement si on ne tue pas un adversaire, la carte la plus forte reste sur place, mais les autres disparaissent. Donc on l'a déjà un petit peu tué pour le prochain tour. Et là, si le bouclier on ne le tue pas directement, la carte qui va rester, il va l'absorber et il va devenir de plus en plus fort et ça va être de plus en plus compliqué. Donc lui on va peut-être avoir tendance à vouloir l'overkill pour assurer. Prochain niveau, on a les dragons. Les dragons, il faut essayer de faire du tout pile. Parce que si vous le tuez un peu trop ou pas assez, eh bien cette différence de points, si vous avez mis 9 alors qu'il avait une vie à 7, ce qui n'est, je crois, si c'est possible, il y en a sur la boîte, et vous allez devoir défausser 2 cartes. Enfin, vous allez devoir défausser des cartes de votre main pour avoir une valeur d'au moins 2 défaussées. Et ça, je crois que c'est les seuls pouvoirs. Et donc, petit à petit, ça va devenir de plus en plus compliqué. On va apprendre à parler de manière cachée, mais des fois, on va comprendre quand tu tapes fort sur la table comme ça, même si ça se fait pas trop, mais nous, on le fait un peu, c'est que tu sais que tu donnes l'information quand même que tu as une bonne carte. Ou alors, de manière un peu plus discrète, si directement sur une carte où il faut mettre un tout pile, tu es le premier à jouer, peut-être que l'autre adversaire va se dire que oui, ok, si tu joues directement dessus, c'est que tu es sûr de toi, donc tu sais que tu as le tout pile, donc je vais te laisser tranquille. Et voilà, ça va être tout un jeu de communication cachée, un jeu qui marche finalement très très bien en solo. On a fait la première, alors c'est divisé en 2 parties. Le premier c'est 4 chapitres je crois, on a fait les 4 premiers chapitres, on était mort contre le boss, on l'a refait une semaine après. En fait ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, ça doit faire 1 mois et demi que j'ai pas rejoué, mais je n'en avais toujours pas parlé parce que j'avais toujours de quoi vous faire une vidéo à 4 jeux. On l'a refait et là on a réussi, et du coup il nous reste la deuxième moitié du jeu à faire où il va y avoir encore des choses qui vont être révélées. Je sais pas si ça va être, je crois qu'on va avoir des objets ou je sais pas. Je sais que le vrai jeu commence à la deuxième moitié parce qu'il va y avoir plein de trucs qui se mélangent, etc. Mais franchement, si vous aimez les jeux à communication cachée, si vous aimez The Game, ce jeu marche très bien à 2. C'était vrai, il l'avait dit en vidéo, je ne le croyais pas. Mais franchement, nous, on s'amuse bien. Un jeu simple, mais un jeu qui est efficace, un Zogmador pour ce synchro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai été généreux quand même, 3 Zogmador, mais un Zogma caca pour compenser un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai été trop généreux avec les 3 Zogmador? Peut-être, je vous dis, ça dépend surtout de l'humeur, des semaines, etc. Plutôt de bonne humeur cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, à vous commenter, à partager cette vidéo, allez sur les petits liens infinis, puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.